sur le continent de Xianmu, au sein de la secte démoniaque de l'origine sacrée, le protagoniste, ligoté à un lit, suppliait les jeunes filles de le libérer. Mais l'une d'elles s'approcha encore, déclarant qu'elle ne pouvait le faire et l'appelant son époux. Elle insista sur le fait que c'était le jour de leurs noces, et comment aurait-il pu abandonner sa jeune épouse seule dans cette chambre vide? Le protagoniste était Xiaomu, et aussi étrange que cela puisse paraître, il était bel et bien un transmigrant. Cette femme, qui assouvissait ses désirs pervers en endossant différents rôles, n'était assurément pas son épouse. Un an auparavant, il avait migré sur ce continent sous les traits d'un jeune noble, allant jusqu'à se fiancer à une princesse. Alors que sa vie était sur le point d'atteindre son apogée, il fut enlevé par un groupe de cultivateurs démoniaques appartenant à la secte démoniaque de l'origine sacrée. À cette époque, il n'aurait jamais imaginé que devenir prisonnier ne serait que le début de tout. Le véritable cauchemar était encore à venir. Il découvrit que son corps de yang pur était la ressource idéale pour cultiver les arts mystiques des 9 yin. Le sort d'un disciple serviteur était indifférent à tous. De ce fait, il n'était rien de plus qu'un instrument au service de la formation de quelques belles jeunes filles. Il devait sans cesse travailler d'arrache-pied, vraiment. Sans relâche. Même le corps empli de pur yang cuit, son énergie vitale était déjà presque épuisée. Il tenta de leur expliquer qu'il n'appréciait guère cette fin tragique, mais en vain. Une des cultivatrices poursuivit son œuvre, insistant sur le fait que le protagoniste devait se sentir honoré de mourir de sa main. Elle prit une bouteille et expliqua qu'elle contenait une pilule de solidification du yang. Grâce à elle, il pourrait affiner sa puissance et stimuler son corps yang pur. Là où j'habite, cette pilule est bleue et elle solidifie vraiment les choses. Elle expliqua que l'art mystique des 9 yin qu'elle cultivait était sur le point de progresser. Il ne pouvait donc pas se montrer avare de son corps et ne devait pas faiblir maintenant. Elle lui jeta plusieurs pilules. Xiaomu tenta de résister, lui disant de le lâcher, mais la jeune fille s'allongea sur lui, lui ordonnant de faire un effort supplémentaire. Alors que sa vision s'obscurcissait de plus en plus, le protagoniste commença à penser qu'il avait à peine eu le temps de découvrir ce monde, et il se demanda s'il allait vraiment être vidé de son sang par ce renard immonde. Une rage immense monta en lui, le poussant à serrer les poings si fort qu'ils se mirent à saigner. Il se dit qu'il n'accepterait pas cela et que, quoi qu'il arrive, il devait trouver un moyen de résoudre ce problème et de s'échapper de cet endroit. Soudain, sa conscience fut transportée ailleurs et un écran système apparut, indiquant qu'une volonté de survie extrêmement forte avait été détectée. Grâce à cela, le système de retour s'était activé avec succès et l'autre pouvait se lier à la sphère système. À la lecture de ce message, il fut stupéfait et pensa qu'une année entière s'était écoulée, mais que son heure de gloire était enfin arrivée. Dès qu'il eut lié la sphère, le système changea, affirmant qu'il garantirait que quiconque donne recevrait également tout don de l'autre pourrait déclencher un retour sur investissement pouvant atteindre 10 000 fois la valeur du don initial. La liaison fut effectuée avec succès, et un délai de réception du système par l'autre fut également constaté. De ce fait, ils durent verser une compensation pour toute la période durant laquelle ils n'avaient pas donné suite. La récompense était la garantie d'un retour au bout de 10 000 fois. Il reprit ses esprits, et le renard, riant encore, déclara que le protagoniste avait beau dire non. Son corps était toujours prêt, ce qui prouvait le contraire. Le protagoniste se mit à rire, mais ce n'était pas un rire de joie. Il pensait que cette satanée garce l'avait forcé à renoncer à sa dignité et à vivre toute sa vie comme un chien à leur service. Il se jura que cette fois, il la satisferait comme il se doit. Il la repoussa, la comblant de joie, tout en se demandant pourquoi on ne le laissait pas tranquille. La femme se donna entièrement à lui, suppliant son mari de ne plus se retenir et de faire ce qu'il voulait. Le protagoniste se prépara à travailler dur, convaincu que le ciel lui offrait une seconde chance, il allait donc prendre son destin en main et anéantir quiconque se dresserait sur son chemin. La jeune fille répétait sans cesse que cette nuit leur appartenait à tous les deux. Le lendemain, Xiaomu était épuisé, et le renard était déjà debout. Elle fit remarquer que, même s'il n'avait fourni qu'une infime partie de son énergie yang pure, sa performance de la nuit précédente n'avait pas été mauvaise. En partant, elle a insisté sur le fait que c'était dommage que ces pilules de solidification du yang agissent sur son corps. Cependant, s'il parvenait à survivre, elle reviendrait le chercher pour s'amuser encore un peu. Xiaomu gisait toujours là, épuisé, comme une momie. Soudain,
plusieurs écrans système apparurent, indiquant que son pouvoir Yang pur avait été recueilli par le renard céleste aux 9 charmes, mais qui lui serait rendu au centuple. Il obtint ainsi le corps sacré du Yang pourpre. Le système commença à distribuer les récompenses et la fusion débuta. Son corps était imprégné d'une énergie dense et extrêmement puissante. Il progressa rapidement, atteignant le 10e niveau de raffinement du QI, la plénitude. Zhao Mu sentit son corps bouillir, comme si le QI parcourait ses veines, et se demanda si c'était véritablement la puissance d'un corps sacré. Cependant, il décida de se préparer, car ce n'était pas le moment d'attirer l'attention. Les experts étaient aussi rares que les nuages dans cette secte démoniaque d'origine sacrée. Aussi, si le corps sacré qu'il venait d'acquérir était révélé, son sort serait pire encore que celui de servir de réceptacle de cultivation. Par conséquent, le seul moyen de changer la donne était d'accroître sa force au plus vite. Discrètement. En parcourant les lieux, il se disait que les pierres spirituelles étaient essentielles à sa progression spirituelle et qu'avec son corps sacré du Yang pourpre, il pourrait même gagner davantage en acceptant des missions privées auprès des cultivateurs locaux. Mais maintenant qu'il maîtrisait le système, il lui fallait voir plus grand. De plus, la plupart des cultivateurs n'étaient pas riches, et obtenir 3 ou 4 pierres spirituelles par visite était déjà considéré comme un très bon résultat. Cela l'amena à se demander s'il existait un autre moyen d'en gagner rapidement. Tandis qu'il réfléchissait à cela, le protagoniste entendit un bruit. Wang Chan, un disciple extérieur de la secte de l'Union Joyeuse, était en pleine méditation. Le protagoniste l'observa et pensa que, depuis son arrivée, Wang Chan avait pris grand soin de lui, et qu'il était temps de lui rendre l'appareil. Il se dit que s'il faisait don des 200 pierres spirituelles qu'il avait économisées durant l'année écoulée, il devrait recevoir une récompense convenable du système. Il lança un sac de pierres à la tête de Wang Chan. Ce dernier, voyant de quoi il s'agissait, se réjouit, pensant que ses efforts acharnés pour cultiver la terre avaient dû toucher une figure importante de la secte, qui avait décidé de le récompenser avec des pierres spirituelles. De son côté, le protagoniste activa une récompense multipliée par 500, ce qui lui valut 100 000 pierres spirituelles. Il n'en revenait pas qu'il ait été si simple et si rapide de gagner autant d'argent. Cependant, son avidité persistait. 100 000 pierres spirituelles ne représentaient rien, car un retour sur investissement multiplié par 10 000 atteindrait la somme incroyable de 2 millions de pierres spirituelles. Il se ferait payer 1 million de fois plus cher à ceux qui l'avaient humilié. Soudain, une idée géniale lui vint en faisant don à nouveau des pierres spirituelles que le système lui avait octroyées, il activerait peut-être un autre retour sur investissement. Il lança quelques pierres pour tester le système, surprenant Wang Chan qui, regardant sur le côté, déclara qu'il pleuvait à nouveau des pierres spirituelles et qu'il avait sans doute trouvé un véritable ange gardien. Dès lors, il devait redoubler d'efforts pour cultiver son énergie et ne pas décevoir celui qui le protégeait. Mais le protagoniste, de l'autre côté, observait le système et constata qu'il ne réagissait absolument pas. Apparemment, il ne pouvait pas exploiter une faille du système de cette manière. Soudain, une femme s'approcha, demandant si le protagoniste était vraiment encore en vie. Dès qu'il aperçut Lucky, il fut surpris. Il la salua respectueusement, car cette cultivatrice s'appelait Lucky. Elle appartenait également à une secte extérieure. Elle était son disciple et cultivait l'art mystique des 9 yin. Elle avait également bien pris soin d'eux. Lui dès son arrivée. Mais après avoir été avertie par Chu Jiaoran, elle cessa d'apparaître. Lucky remarqua que la cultivation du protagoniste avait considérablement progressé en peu de temps. Et à en juger par son apparence, son corps pur et juvénile était encore plus puissant qu'elle ne l'avait imaginé. Le protagoniste la remercia pour ses compliments, expliquant que ce n'était qu'un coup de chance. Elle lui prit la main, indiquant que ce n'était pas le moment de bavarder. Elle souligna que Jiaoran allait se retirer dans la solitude pour progresser ces prochains jours et que, pendant ce temps, le protagoniste devait l'aider à cultiver sa technique. Elle saisit son épée et lui ordonna de monter, mais à peine eut-il grimpé qu'il la retint par la taille, lui demandant d'y aller plus doucement. Lucky s'excusa et expliqua qu'elle ne l'avait pas vu depuis des mois et que sa cultivation, ainsi que son aura, avait complètement changé. Elle se demanda s'il avait tiré profit de l'influence de Jiaoran, ce renard. Le protagoniste prend une profonde inspiration, déclarant que cette renarde répugnante ne sait que profiter de lui. Comment aurait-il pu tirer quoi que ce soit d'elle? Lucky acquiesce.
affirmant que la race démoniaque est impitoyable et que s'il reste avec elle, elle finira par lui absorber tout son yang pur, le menant à sa perte. Mais dès qu'elle aura atteint le royaume de la formation du noyau, elle défiera Jiaoran. Si elle l'emporte, le protagoniste lui appartiendra pour toujours. Jiaomu, fou de joie, la serre plus fort dans ses bras, promettant de prendre soin d'elle pour l'aider à progresser. Lucky, un peu gêné, se dit qu'il est trop près. Cependant, l'expression « m'appartiennent » ne lui plaît guère, car il a l'impression qu'ils le considèrent tous comme un simple objet. Peu après, ils atteignent l'enceinte intérieure de la secte démoniaque d'origine sacrée. Ils entrent dans la maison, et elle explique qu'elle est sur le point d'atteindre le royaume de la formation du noyau. Si le protagoniste peut l'aider, elle le récompensera avec une pilule de nourriture originelle. Elle lui demande de rester là et d'attendre un moment, car elle va prendre un bain, mais le protagoniste y voit une opportunité. Lucky se déshabille et entre lentement dans la baignoire remplie d'eau chaude, affirmant que cette fois, rien ne l'arrêtera et qu'elle réussira à coup sûr. Jiaomu entre dans la salle de bain en riant et demande à Lucky ce qu'elle va réussir à faire. Gêné, Lucky lui demande pourquoi il est entré si soudainement. Jiaomu explique que le temps est précieux et qu'il est plus rapide de prendre une douche ensemble. Pendant leur entraînement, le protagoniste la complimente, affirmant que l'art mystique des 9 yin qu'elle maîtrise est véritablement impressionnant. Lucky le complimente également, disant que son corps de yang pur et dominant est très imposant. Quelque temps plus tard, tous deux sont complètement épuisés, et le protagoniste souligne qu'il n'aurait jamais imaginé cela, bien qu'elle cultivait l'art mystique des 9 yin, mais au fond, elle n'était qu'une. Lucky pouvait à peine respirer, car il avait très bien travaillé pendant la cultivation qu'ils avaient partagée. Rassemblant ses dernières forces, elle déclare que cela suffit que lui seul le sache, et qu'il n'a pas besoin de le dire à voix haute. Le protagoniste sourit et acquiesce. Lucky, un peu contrarié, annonce qu'elle se marie le mois prochain et que son époux s'appelle Long Tianxiang. Le protagoniste devrait le connaître, et dès qu'il entend ce nom, il est surpris, car il a atteint le royaume de l'âme naissante avant l'âge de 30 ans et est considéré comme un génie suprême, un phénomène qui n'apparaît qu'une fois tous les 1000 ans dans la secte démoniaque de l'origine sacrée. Il comprenait même l'intention de l'épée par lui-même, ce qui lui a valu une renommée d'expert sur la liste de la fierté du ciel. Jiaomu s'inquiète davantage et dit que si quelqu'un de ce niveau découvre que sa femme manie l'épée d'un autre homme, ce sera la mort assurée. Lucky rassure le protagoniste, son fiancé, en apprenant à maîtriser un ancien manuel d'épée, a endommagé ses méridiens et son épée est désormais molle et inutilisable. Tant qu'elle garde le silence, personne ne le saura. D'ailleurs, si elle n'aimait pas vraiment le protagoniste, elle ne lui aurait jamais offert ce qu'il avait de plus précieux, son secret. Touché par ces paroles, Zhao Mu l'embrasse et lui dit que sa progression est imminente, ils doivent donc persévérer dans leurs efforts. Elle rit et dit qu'il est infatigable. Le lendemain matin, le protagoniste se lève et regarde le système, annonçant que le moment est venu. Le système l'avertit que son pouvoir Crimson Yang a été récolté et que le gain sera multiplié par 8 cents. Ainsi, la puissance de son corps sacré Crimson Yang augmenta considérablement. Il parvint à atteindre le royaume de l'établissement des fondations. Il en fut surpris, réalisant qu'en si peu de temps, il avait déjà franchi ce cap. À ce rythme, il n'y aura plus aucune raison de craindre qui que ce soit, pas même Tianxiang et la famille. Long. Il regarde Lucky et lui demande de se réveiller, l'interrogeant sur sa récompense. Lucky, encore épuisé par sa nuit de cultivation, lui tend la pilule d'une voix tremblante, disant qu'il est incroyable, car elle n'en peut plus et le supplie de la laisser dormir encore un peu. Il constate qu'il a reçu 10 pilules de nutrition originelle et, à première vue, Lucky est vraiment très généreux. Disant qu'il doit de toute façon faire un don de pilule, il se dit qu'il faut aller plus loin. Il donne donc une pilule à Lucky et le système détecte instantanément qu'il s'agit d'une pilule de nutrition originelle de grade 2. Le retour étant de 30 fois, il obtient ainsi une pilule de nutrition originelle de grade 3. Jiaomu n'est pas très satisfait de cette récompense, car 30 tentatives, c'est bien trop peu. Cependant, il lui reste encore 9 essais et il n'a pas besoin d'un gain de 10 000 fois, un gain de 1000 fois est tout à fait envisageable. Il lui donne une autre pilule, et cette fois, le gain est activé à 3000 fois. Le protagoniste exulte, affirmant avoir enfin obtenu un bon butin. Il a mis la main sur une pilule de purification de la moelle osseuse de grade 7.
Il l'examine et constate qu'il s'agit bien d'une pilule de purification de la moelle osseuse. Un véritable trésor. Tout comme la pilule nourrissante originelle, la pilule purificatrice de la moelle renforce également les fondations. Mais ce n'est qu'un effet secondaire. Sa véritable valeur réside dans sa capacité à améliorer l'aptitude à la racine osseuse d'un cultivateur. Doté d'un corps de yang puriné, son aptitude est déjà considérée comme excellente. Parmi les mortels, mais comparé à celle des prodiges de la secte, son talent est à peine digne d'intérêt. S'il veut aller plus loin et atteindre un nouveau niveau, il doit repousser les limites de son potentiel. Dès qu'il avale la pilule, il sent une énergie incroyable le parcourir. Assis par terre, il se dit qu'il doit la maîtriser immédiatement. Peu après, le protagoniste se lève. Lucky, intrigué par une forte odeur, lui demande pourquoi il sent si mauvais et lui conseille d'aller prendre un bain. Le protagoniste répond qu'il y va immédiatement, se dirige vers la salle de bain et commence à se laver. Mais Lucky remarque quelque chose et s'approche de lui. Il lui demande s'il a réussi à atteindre le niveau de l'établissement de la fondation et s'interroge sur l'efficacité réelle des pilules de nutrition originelles. Toujours impressionnée, elle continue de le dévisager et de le caresser, insistant sur le fait que même son arrivée à la fondation n'aurait pas dû suffire à le purifier. Elle lui demande s'il a pris une autre pilule. Le protagoniste pense que ce serait compliqué à expliquer, et que si elle découvrait qu'il a obtenu une pilule de purification de la moelle osseuse, ce serait catastrophique. Zhao Mu la plaque contre le mur, affirmant que c'est grâce à leur double entraînement qu'elle a réussi à développer son noyau, même si elle ne semble pas encore y parvenir. Il s'approche, expliquant que c'est sans doute parce qu'elle n'a pas assez travaillé et qu'il souhaite l'aider une dernière fois, gratuitement cette fois. Lucky, déjà épuisé, le traite de fou et se demande s'il veut les tuer tous les deux d'épuisement. Le protagoniste explique que c'est simplement pour l'aider à progresser plus vite. Quelques heures plus tard, Lucky avait du mal à respirer. Le protagoniste lui fit ses adieux, lui disant qu'elle pouvait prendre tout le temps nécessaire pour progresser, mais qu'il devait partir. Le système réapparut, annonçant que Lucky avait absorbé son pouvoir yang pur et l'avait rendu 10 fois plus puissant, provoquant une légère augmentation de son pouvoir yang cramoisi. Le protagoniste se déplaçait avec une aisance extrême, impressionné par la puissance de l'établissement des fondations, car son corps tout entier lui paraissait bien plus léger qu'auparavant. Une fois qu'il aura obtenu une épée volante, il pourra traverser les cieux et parcourir le monde entier. 2. Nuit, au marché de la secte extérieure, Zhao Mu se rend pour acheter un objet appelé tueur d'étoiles. Forgé à partir de fer météorique venus de l'espace. Gravé de la formation de la voie des étoiles, il absorbe la puissance des astres pour accroître sa létalité. Cette épée volante à elle seule coûtait 30 000 pierres spirituelles, et il était donc curieux de savoir quel multiplicateur il obtiendrait une fois qu'il aurait réussi à la donner. Soudain, quelqu'un arriva et appela le protagoniste, Étalon, affirmant l'avoir enfin retrouvé. Un homme gigantesque se tenait devant lui, l'air furieux. Zhao Mu se souvient qu'il s'agit de Niyuti, un disciple de la secte extérieure et l'un des plus fidèles prétendants de Joran. Il a déjà tenté à plusieurs reprises de nuire au protagoniste, mais Joran l'a remarqué et l'a arrêté à temps. Actuellement, Niyuti est un cultivateur du royaume de l'établissement des fondations, ayant hérité du sang d'un démon taureau. Sa force surpasse de loin celle d'un cultivateur humain du même royaume, si bien que le protagoniste le juge idéal pour tester son nouveau pouvoir. Niyuti, furieux, l'agrippe par la chemise. Écrit qu'il a entendu dire qu'il avait revu Joran, lui demandant si c'est vrai. Zhao Mu lui prend la main et lui demande en quoi cela le concerne, qu'ils se soient rencontrés ou non. Niyuti, furieux, se prépare à attaquer, jurant de mourir sur le champ. Mais le protagoniste, par son coup d'une seule main, s'excusant car il compte bien rester en vie pour continuer à s'amuser avec Joran. Le taureau cornu comprend alors que le protagoniste a atteint le niveau de l'établissement des fondations et déchaîne une force encore plus grande, l'avertissant que leur niveau ne peut être égal simplement parce qu'il a progressé. Il va maintenant découvrir la véritable puissance de Seigneur Niyuti. Le protagoniste esquive toutes les attaques en souriant, reconnaissant la force de son adversaire, mais constatant sa lenteur. Niyuti continue d'attaquer, lui intimant de se taire, car il sait qu'il ne pourra pas le vaincre. Zhao Mu, impressionné par le corps sacré du yang pourpre, estime que celui-ci est véritablement extraordinaire, car il vient à peine de progresser et parvient déjà à se débarrasser aisément de Niyuti, pourtant parmi les 100 meilleurs de la secte extérieure.
D'un seul mouvement, Zhao Nu déséquilibre son adversaire, déclarant qu'il est temps de mettre fin à cette mascarade. Il assène un coup de poing à Niyuti, le mettant KO sur le coup. Les disciples de Niyuti accourent vers lui, demandant s'il va bien et s'interrogeant sur la force soudaine de ce gamin. De plus, il traite le protagoniste de petit voyou, lui demandant comment il ose blesser le chef Niyuti car, à en juger par son attitude, il semble avoir oublié le rang de sa famille au sein de la secte. Zhao Mu les remercie de le lui avoir rappelé. Il dégaine son épée volante et lui ordonne d'avancer, frappant un morceau de bois près de la tête d'un des disciples de Niyuti. L'homme, effrayé, se demande ce que cela signifie. Zhao Mu explique que l'épée volante vaut 30 000 pierres spirituelles et devrait suffire à couvrir les frais médicaux de cet imbécile. Le système le détecte et indique qu'une épée volante de niveau 2 a été donnée, avec un rendement de 1000 fois la mise initiale. Il obtient alors une épée volante de niveau 5 appelée le talisman de l'étoile céleste. Il l'examine et se dit que le niveau 5 n'est pas exceptionnel, mais qu'il fera l'affaire. Les deux subordonnés de Niyuti remarquent que le protagoniste leur tourne le dos et pense pouvoir l'attaquer rapidement, mais Zhao Mu se retourne brusquement, les traitant d'imbéciles et affirmant qu'ils ne devraient pas être blâmés pour avoir agi en légitime défense. Mais avant qu'ils ne puissent réagir, quelqu'un les frappe par derrière. Les deux personnes demandent qui les a agressés. Une femme, irritée, déclare qu'à première vue, une bande de voleurs incompétents a encore l'audace de se faire passer pour les victimes. Elle insiste sur le fait qu'elle a vu de ses propres yeux que ce sont eux qui ont attaqué en premier. Elle s'appelle Mu Juling. Elle s'approche du protagoniste et commence à le réprimander, lui demandant s'il ne se rend pas compte de son imprudence, car elle l'avait déjà prévenu, face à l'ennemi, il faut éradiquer le mal à la racine. Les deux hommes battus la regardent, interloqués par son arrogance et se demandant qui elle se prend pour qui, car il semblerait qu'elle ignore qui est leur chef. Juling crie qu'elle s'appelle Mu Juling. À peine ont-elles entendu ce nom qu'elles prennent la fuite, affirmant qu'elle est la sœur aînée de la secte et qu'elles doivent s'enfuir pour l'empêcher de les filmer. L'autre crie que c'est le chef Niyuti qui les a forcés à agir ainsi et que cela ne les concerne en rien. Juling est consternée de constater qu'ils ne sont qu'une bande de lâches. Elle reprend ses réprimandes envers le protagoniste, qui, déconcerté, lui demande ce qu'il a fait de mal. Juling s'approche de lui et lui demande s'il a déjà oublié, car elle lui avait dit qu'en cas de problème, il lui suffisait de prononcer son nom. Juling, inquiète, dit qu'elle a eu de la chance d'être à proximité, sinon, s'il venait à mourir, qui épouserait elle plus tard? Le protagoniste pense que cette fille le convoite depuis son entrée dans la secte, et que cette fois, ce n'est pas pour sa puissance juvénile, mais pour son charme. La secte démoniaque d'origine sacrée abrite une femme terrifiante et cruelle nommée Mu Juling, mais ces individus n'auraient jamais imaginé qu'elle puisse avoir un côté aussi doux et attachant. Le protagoniste lui demande de se calmer, car il n'est pas aussi facile à tuer qu'elle le croit. Juling insiste, affirmant que son futur époux ne peut prendre le moindre risque et qu'il doit donc l'accompagner. Il s'envole, à la grande surprise du protagoniste, car voler à haute altitude sans épée est une technique que seuls les cultivateurs maîtrisant la formation du noyau peuvent maîtriser. Quel est donc le véritable niveau de cette jeune fille? Peu après, ils arrivent à un autre endroit et elle les fait atterrir. Dès leur arrivée, le protagoniste est surpris par l'intensité de l'énergie spirituelle, car il s'agit probablement du sanctuaire principal de la secte démoniaque d'origine sacrée. Juling l'invite à entrer, car c'est chez elle. Le protagoniste, surpris, se demande si elle ne serait pas une disciple personnelle. Dès qu'il entre, il jette un coup d'œil autour de lui et lui demande si elle habite vraiment là. Juling explique que lorsqu'elle a vraiment besoin de se reposer, elle vient ici pour lire et faire la grasse matinée. Et que c'est pour cela qu'elle n'y apparaît pas souvent. Elle se jette sur le lit et lui demande ce qu'il fait là, en lui disant de se dépêcher de partir. Zhao Mu lui demande de ne pas jouer de tour, car il a beaucoup de mal à se contrôler. Gênée, elle le traite de coureur de jupons sans scrupules et lui demande à quoi il pense. Elle ramasse des livres et les lui jette. Dès que le protagoniste aperçoit les titres, il comprend que l'un des livres traite du véritable chapitre sur le contrôle de l'épée, et l'autre de l'art de l'épée du cœur mystique à un seul chi. Surpris, il demande comment. Elle savait qu'il souhaitait maîtriser le contrôle de l'épée. Juling souligne qu'il venait d'atteindre le niveau des fondations et qu'il s'était immédiatement précipité au marché pour acheter une épée volante, il était donc évident qu'il voulait apprendre à manier l'épée. Elle lance une épée au protagoniste,
précisant qu'il s'agit également d'un cadeau. C'est une épée volante 2. Niveau 4, de type glace, nommée lame de givre. Juling prend une profonde inspiration, disant qu'elle sent que le yang pur intérieur du protagoniste est agité ces derniers temps, et que cette épée est parfaite pour apaiser le feu maléfique qu'il ressent. Ainsi, il pourra cesser de penser à ces choses toute la journée. Zhao Mu la remercie, la trouvant très attentionnée. Juling lui demande de rester là quelques jours pour se concentrer sur le maniement de l'épée, elle s'occupera du reste. Maintenant qu'il a atteint le niveau de l'établissement des fondations, il n'a plus besoin d'être un disciple. Serviteur. Plus tard, elle fera mettre à jour sa tablette de jade pour qu'il obtienne le rang de secte extérieure. Le protagoniste est surpris par l'étendue de ses pouvoirs et lui demande qui elle est. Juling se contente de sourire, affirmant qu'elle est celle que le protagoniste épousera plus tard. Dès qu'elle referme la porte, il sourit à son tour, remarquant que cette fille sait vraiment comment charmer un homme. Mais il est temps d'oublier tout cela, car maîtriser l'épée est sa priorité absolue à cet instant. Le protagoniste se concentre et commence à cultiver son art, mais s'épuise rapidement. Il se demande alors s'il n'a pas déjà utilisé la pilule de purification de la moelle pour améliorer ses aptitudes. Pourquoi, dès lors, l'apprentissage du maniement de l'épée lui est-il encore si difficile? Il se demande si la pilule n'a amélioré que son corps, sans pour autant accroître sa compréhension. Perplexe, il se demande quelle est la marche à suivre, car il dispose d'un système. Mais s'il reste bloqué dans sa cultivation par manque de compréhension, il finira par se morfondre sans pouvoir rien faire. Il aperçoit un animal à côté de lui et se dit que si même le yang primordial compte comme un don, alors la compréhension devrait aussi entraîner un retour de la part du système. Avec un sourire effrayant, il dit au petit animal qu'il a l'air de s'ennuyer profondément, alors il pourrait peut-être lui apprendre un peu de multiplication. Après avoir brièvement instruit l'animal, le système apparaît, indiquant que le protagoniste a éclairé une bête démoniaque et lui a transmis un savoir, ce qui lui a valu un gain centuple. La compréhension de l'autre s'est considérablement accrue. Le protagoniste exulte en constatant que son idée a réellement fonctionné. Après avoir amélioré sa compréhension, il s'essaie à nouveau à la cultivation et parvient enfin à faire de nets progrès. Il commence à maîtriser son épée, se disant que ce n'est pas si mal. Désormais, il comprend instantanément des techniques qui lui semblaient autrefois un mystère complet. Malgré tout, ce léger progrès dans la compréhension est loin d'être suffisant dans ce monde. À bien y réfléchir, pour un transmigrant, ce niveau est manifestement insuffisant. Il regarde à nouveau l'animal et le prend dans ses bras. Disant qu'il est avide d'apprendre, alors le professeur va lui donner une leçon de géométrie. Il continue d'enseigner à la petite créature, et le système calcule que le protagoniste lui a enseigné le calcul différentiel et intégral, ce qui multiplie la récompense par cent. De ce fait, sa compréhension a progressé de façon spectaculaire. La compréhension actuelle de l'hôte a atteint la limite maximale de son stade de cultivation actuel et ne peut donc plus augmenter. Le protagoniste est surpris de constater qu'il existe bel et bien une limite à la compréhension. Cela signifie donc qu'à son niveau actuel, la compréhension des techniques ne devrait pas lui poser de problème. Il commence rapidement à apprendre certaines techniques utilisant le point Vajra, l'art du tonnerre cramoisi du Vanchin, et même la divination des 3 talents et des 6 destinées. Cependant, il se décourage un peu, car ce sont toutes des techniques de niveau jaune non classées, bien trop basiques pour son niveau actuel. Malgré tout, il est parvenu à tout mémoriser. S'il les recopie et les transmet à d'autres plus tard, il devrait en tirer un bon profit. L'animal s'approche du protagoniste, un os dans la gueule. Il commence à caresser la bête, lui demandant si elle veut vraiment lui donner cet os. Il prend l'os dans sa main et la remercie, disant qu'il en fera de la soupe plus tard. Cependant, il perçoit une énergie persistante dans cet os, et lorsqu'il lit ce qui y est inscrit, il comprend qu'il s'agit de l'art mythique des ténèbres chaotiques. Il se rassoit, car il n'aurait jamais imaginé que ce petit être lui transmettrait une technique aussi facilement. Le système l'avertit que l'art mythique des ténèbres chaotique a été détecté et que l'apprentissage automatique est en cours. Cela provoque chez le protagoniste un violent mal de tête, le faisant vomir du sang. Il réalise que sa compréhension a déjà atteint les limites du niveau de l'établissement des fondations, mais malgré cela, il ne parvient toujours pas à comprendre cette technique. Cela signifie qu'il pourrait s'agir d'une technique de niveau terrestre, voire même d'une technique de niveau céleste. Juling revient et lui demande ce qui s'est passé. Voyant qu'il ne se sent pas bien,
elle acquiesce et lui dit que c'est entièrement de sa faute, car elle lui a enseigné une technique bien trop difficile dès le départ. Xiaomu tente de lui expliquer que les choses ne se sont pas passées exactement ainsi, mais elle insiste, affirmant que la cultivation ne peut être précipitée. C'est pourquoi elle a préparé à manger, et il devrait se reposer un peu pendant le repas. Pour l'aider au mieux, elle lui dit qu'elle va le nourrir et lui demande d'ouvrir la bouche. Il accepte la nourriture et pense que sa présence signifie qu'il peut essayer de progresser. Il ramasse l'os et le lui tend, expliquant qu'il va lui transmettre cette technique et lui demandant de juger si elle lui convient. Surprise, Juling lui demande d'où elle vient. Le protagoniste explique qu'une petite bête la lui a donnée, mais que son contenu est trop profond pour qu'il puisse la maîtriser, il a donc pensé qu'il valait mieux la lui transmettre. Le système le détecte et indique qu'il a offert une technique de niveau terrestre appelée l'art mystique obscur. Chaotique, avec un rendement de 60 fois supérieur. Il a ainsi obtenu une technique de niveau terrestre supérieur. L'art mystique obscur du yang pur. De plus, le système a également détecté une compatibilité entre l'art mystique obscur du yang pur et le corps sacré du yang pourpre de l'hôte, ce qui lui permet de commencer la fusion immédiatement s'il le souhaite. Mais le protagoniste pense qu'il vaut mieux ne pas le faire maintenant, puisqu'elle est là avec lui, car il ignore combien de temps durera cette fusion et ne peut pas éveiller les soupçons de Juling à proximité. Mais Juling se lève furieusement, affirmant que ce chien idiot lui a encore volé sa technique et a failli ruiner l'avenir de son mari. Le protagoniste lui demande ce qu'elle entend par « ruiner son avenir ». Juling explique que, heureusement, le protagoniste ne s'est pas forcé à cultiver cette technique, car sa constitution est de type yang pur, tandis que cet art mystique des ténèbres possède des attributs chaotiques. Cela entre en conflit direct avec son corps de yang pur, et s'il avait insisté, ses méridiens auraient pu exploser. Et il serait mort sur le coup. Le protagoniste comprend enfin pourquoi il n'avait pas pu maîtriser cette technique. Cela signifie qu'il ne s'agissait pas d'un manque de compréhension, mais d'une incompatibilité entre la technique et sa constitution. Juling souligne que la constitution du protagoniste est particulière et que très peu de techniques lui sont compatibles, elle a donc besoin de temps pour les rassembler. En attendant, il doit pratiquer les techniques d'introduction de base et accumuler de l'expérience, car c'est la voie à suivre. Xiaomu lui fait remarquer qu'elle est bien trop gentille avec lui et lui demande ce qu'elle manigance. Juling rétorque que son intention n'est pas assez claire, expliquant qu'il n'a besoin de le savoir que parce que s'il devient son compagnon Dao, elle lui garantit une vie de luxe au sein de la secte démoniaque de l'origine sacrée, et personne n'osera lui toucher un seul cheveu. Elle s'assoit sur ses genoux, mais quelqu'un crie que c'est absurde. Une pression écrasante s'abat sur la maison, la détruisant entièrement. Inquiets, les deux protagonistes aperçoivent une femme qui semble voler, s'interrogeant sur la nature de cette aura oppressante et sur l'identité de cette femme. Juling demande à son maître pourquoi elle est là, ce qui surprend quelque peu le protagoniste. Le maître lui demande si elle dérange les deux autres. Juling s'excuse, disant qu'elle n'oserait jamais faire une chose pareille. Son maître s'approche d'elle et lui dit qu'elle est la disciple qu'elle estime le plus. Son intention a donc toujours été de la préparer à hériter de son titre de sainte de la secte. Mais voyez donc tout ce qu'elle fait. Comme si négliger sa propre formation ne suffisait pas, elle cache même un serviteur disciple dans ses appartements, flirtant et s'amusant comme si de rien n'était. Xiaomu est surpris d'apprendre que la sainte de la secte est la maîtresse de Juling, ce qui explique son assurance habituelle. Juling s'agenouille devant sa maîtresse, implorant son pardon et reconnaissant son erreur. La sainte saisit une épée, déclarant que puisque sa disciple a reconnu sa faute, elle mérite une seconde chance. Elle jette l'épée au sol, ordonnant à Juling d'éliminer immédiatement la servante de ses propres mains et de rompre définitivement ce lien affectif. Après cela, elle pourra retourner au pic du nuage pourpre et parler à son maître pour y passer 30 ans de retraite spirituelle. Juling refuse, tentant d'expliquer à son maître que cela ne la concerne pas et que si elle y est contrainte, son cœur spirituel en sera affecté et sa cultivation ne progressera plus jamais. La sainte demande s'il s'agit d'une menace et accentue sa pression. Le protagoniste comprend. Alors que la sainte envisage réellement de tuer son propre disciple. Il tente de protéger Juling. Sans hésiter. Dès qu'il la touche, Juling lui demande ce qu'il fait. Le protagoniste lui demande d'absorber le pouvoir spirituel qu'il possède. La sainte est quelque peu surprise. Cette épée volante à elle seule coûtait 30 000 pierres spirituelles, et il était donc curieux de savoir
Quel multiplicateur il obtiendrait une fois qu'il aurait réussi à la donner? Se demandant s'il pourrait être le corps yang pur, mais après l'avoir examiné plus attentivement, elle réalise son erreur. En réalité, le protagoniste a éveillé le corps sacré du yang pourpre. Xiaomu aide Zhuling à se rétablir et lui dit que c'est exactement ce qu'on attend de la sainte, car son regard est d'une perspicacité remarquable. La sainte souligne que le corps sacré du yang pourpre est extrêmement rare, ce qui signifie que l'homme choisi par Zhuling possède un potentiel immense. Zhuling, folle de joie en apprenant qu'il possède le corps sacré du yang pourpre, déclare que si elle l'avait su plus tôt, elle l'aurait ligoté et transformé en pierre angulaire. La sainte les rappelle à l'ordre. Zhuling s'excuse, expliquant qu'elle a dit une bêtise sans réfléchir. Le protagoniste tente également de calmer le jeu, affirmant que Zhuling plaisantait. La sainte finit par céder et déclare que tout va bien. Par égard pour son disciple, elle épargnera la vie du protagoniste, mais celui-ci devra retourner à la secte extérieure et se concentrer sur sa cultivation. Jusqu'à atteindre le royaume de l'âme naissante, car avant cela, il n'aura même pas besoin de revenir à la recherche de Zhuling. Dès leur départ, le protagoniste se ressaisit et pense que ce pouvoir est véritablement terrifiant. Si la sainte voulait l'éliminer, une simple pensée suffirait à le tuer. Il comprend maintenant qu'il doit devenir bien plus fort. Peu après, dans la cour des domestiques, le protagoniste rentre chez lui, déclarant que ce voyage était risqué, mais qu'il a au moins réussi à obtenir une technique de niveau supérieur de la Terre et un niveau 4. Épée volante. Il demande au système de lancer la fusion et se concentre. Tandis que l'énergie le traverse, il trouve la vitesse de cultivation absurde et se demande si l'effet combiné de l'art mystique du yang puré du corps sacré du yang cramoisi n'en est pas la cause. Le système affiche un message d'erreur, indiquant une énergie spirituelle insuffisante dans l'environnement et lui demande s'il souhaite absorber automatiquement des pierres spirituelles pour sa cultivation. N'ayant pas d'autre choix, le protagoniste accepte, car il a obtenu toutes ces pierres spirituelles sans le moindre effort. Le système relance la cultivation, et le protagoniste se prépare, car son énergie spirituelle abonde en lui. Quelque temps plus tard, il remarque qu'il a déjà dépensé 70 000 pierres spirituelles qu'il avait économisées en une seule nuit. Il est cependant parvenu à atteindre la 3e étape de la création de sa fondation en une seule nuit, ce qui est loin d'être négligeable. Mais il lui faut maintenant trouver un moyen de générer à nouveau des revenus. Avant même qu'il puisse entreprendre quoi que ce soit, 3 personnes se présentent à sa porte. Le chef des 3 est un disciple serviteur du 8e stade de raffinement du QI nommé Qiang. Il commence à se moquer de lui, affirmant avoir entendu dire que Zhaoran avait prodigué de nombreux bienfaits au protagoniste. Il libère son aura, demandant si le protagoniste ne compte pas leur témoigner un peu de considération. Xiaomu se souvient que Qiang, fort de sa maîtrise de la cultivation, intimidait les faibles et opprimait les autres dans la cour des serviteurs, se comportant comme un véritable tyran. Un jour, un disciple nouvellement arrivé osa lui tenir tête et fut battu à mort le soir même. Le protagoniste le maudit, affirmant qu'il vivait du vol et qu'il devait donc avoir amassé une fortune en pierres spirituelles. Qiang, furieux d'être insulté, demande en quoi la somme qu'il a amassée importe peu et tente d'attaquer, affirmant que le protagoniste cherche les ennuis. Mais Xiaomu esquive l'attaque, rétorquant qu'il est bien trop lent et lui demandant s'il croit vraiment pouvoir frapper quelqu'un avec une telle vitesse. De ce fait, il a besoin d'apprendre à se battre. Xiaomu le frappe, lui demandant de faire attention et d'en tirer des leçons pour la prochaine fois. D'un seul coup, Qiang est presque mis KO et ses disciples lui demandent s'il va bien. Qiang demande alors si le protagoniste a réellement atteint le niveau de l'établissement des fondations. Xiaomu se met à rire, demandant si ce n'est pas déjà assez évident. Qiang comprend qu'il n'a aucune chance seul et appelle ses 2 compagnons, leur ordonnant de ne pas rester les bras croisés et d'attaquer ensemble. Les 2 hommes tentent d'attaquer le protagoniste, mais celui-ci esquive à nouveau avec aisance. Les autres spectateurs sont impressionnés, car ils ne s'attendaient pas à ce que le protagoniste atteigne si rapidement le niveau de fondation. Cependant, une jeune fille fait remarquer que, même ainsi, le protagoniste vient tout juste de franchir ce cap, et qu'affronter autant de cultivateurs du royaume du QI simultanément sera encore compliqué. Wang Chan, inquiet pour son ami, lui conseille d'être prudent. D'un seul geste, Xiaomu projette ses 2 adversaires au loin, leur ordonnant de disparaître. Immédiatement, Qiang, transformé, tente une attaque sournoise, mais le protagoniste se
retourne en riant et l'envoie valser d'un coup de poing. Qiang persiste à insulter le protagoniste, mais Zhao Mu s'approche et le réduit au silence d'un geste brusque, l'écrasant au sol. Pour avoir sauvé tout le monde de ce tyran sans cœur, il était traité comme un véritable roi. Zhao Mu s'empare des pierres spirituelles de Qiang et rassemble la foule, annonçant que celles que ce vaurien avait l'habitude de voler seraient toutes rendues à leur propriétaire légitime. Il les jette dans la foule, qui se précipite pour en ramasser le plus possible, souhaitant au héros une longue et heureuse vie. Le système indique qu'il a offert 9000 pierres spirituelles à chacun, et qu'il a reçu 1000 fois plus en retour. Grâce à cela, il a obtenu 9 millions de pierres spirituelles. Zhao Mu rit, pensant qu'à première vue, il n'est pas prêt d'en manquer. Il s'approche de Wang Chan et lui explique qu'il a toujours veillé sur lui depuis son entrée dans la secte et qu'il souhaite lui offrir un cadeau. Surpris, Wang Chan lui demande s'il s'agit d'une pilule de raffinement du QI. Il refuse, arguant qu'elle est bien trop précieuse pour être offerte en cadeau, mais Zhao Mu lui crie d'arrêter et d'avaler la pilule, la lui jetant dans la bouche. Le système détecte qu'il a offert à quelqu'un une pilule de raffinement du QI de niveau 1, et que le retour sur investissement a été 100 fois supérieur. Grâce à cela, il a obtenu une pilule d'établissement des fondations de niveau 2. Wang Chan confie à Zhao Mu qu'il est véritablement impressionné par les progrès de son ami. Cependant, il doit l'avertir que les forces qui soutiennent Qiang et Newti sont loin d'être négligeables, il serait donc préférable pour lui de rejoindre rapidement la secte extérieure et de trouver un maître. Le protagoniste affirme que c'est précisément ce qu'il compte faire. Peu après, dans la salle de direction de la secte extérieure, le responsable, Zhang Dingquin, préparait quelque chose dans un immense chaudron. Zhao Mu entre dans le hall et salue le directeur. Distrait par la présence du protagoniste, Dingquin sous-estime l'intensité du feu, provoquant une explosion. Irrité, il reproche au protagoniste d'avoir perturbé son état spirituel. Il vient de gâcher tout un four de pilules de QI violet et ordonne au protagoniste de partir sur le champ. Zhao Mu pense que le gérant a manifestement détruit les pilules intentionnellement. Et, vu la chaleur, il ne les raffinait même pas. Alors pourquoi s'en prend-il ainsi au protagoniste? Sans raison apparente? Quelqu'un tire forcément les ficelles. Dingquin persiste dans son attitude arrogante, demandant pourquoi le protagoniste est toujours là, puisqu'il a dit ne pas vouloir voir son visage. Zhao Mu demande au gérant de ne pas être si pressé. Il propose 50 000 pierres spirituelles pour le mal qu'il vient de causer. Immédiatement, l'attitude du responsable change. Il appelle le protagoniste, petit frère, et lui demande s'il elle a pour récupérer la tablette de jade d'un disciple de la secte extérieure, car il s'en occupera sans tarder. Zhao Mu remercie le responsable pour son efficacité. Cependant, une question demeure, qui tente de l'empêcher de devenir disciple de la secte extérieure. Dingquin affirme qu'il n'accepte d'argent que pour résoudre les problèmes et qu'il ne trahirait jamais personne. Zhao Mu dit comprendre le message et demande ce qui se passerait si, par hasard, il ajoutait toutes ces pierres spirituelles. Dingquin lui demande de s'approcher. Il dessine un renard sur le sol, et Zhao Mu s'irrite encore davantage, réalisant que c'est cette idiote de Chu Zhaoran qui l'empêche d'avancer. Elle occupe une position importante au sein de la secte extérieure, et ses espions et informateurs sont partout. S'il continue à errer imprudemment dans la secte, il finira tôt ou tard par tomber entre ses mains. Le protagoniste remercie le responsable pour l'avertissement, mais celui-ci prétend n'avoir rien dit. Une fois tout réglé, il saisit son épée, pensant qu'il doit aller retrouver Luqui, car il pourrait peu être se cacher chez elle quelque temps. Mais à peine s'approche-t-il de sa maison qu'il aperçoit deux hommes qui sortent de sa chambre. Tiansheng, de la secte démoniaque de l'origine sacrée. 5e sur la liste de la fierté céleste et futur époux de Luqui, était en compagnie de Lu Ekang, l'aîné de cette même secte. L'aîné se met à rire, disant que maintenant que Luqui a enfin atteint le stade du noyau d'or, il est peut-être temps pour eux de parler de leur mariage. Tiansheng, flatté, déclare que s'il remporte la première place du grand concours de chasse de cette année, il épousera la jeune femme, ajoutant qu'il attend ce jour avec impatience. Le protagoniste, qui observait la scène, s'irrite en reconnaissant Tiansheng, ce cocu. Dès leur départ, le protagoniste se dirige vers sa porte et lui demande si elle est là. Luqui ouvre, ravi de le voir, et le protagoniste entre, lui demandant si Tiansheng est encore venu pour parler de mariage. Irritée, elle le réprimande, lui interdisant de prononcer le nom de cet homme devant elle,
car elle ne veut rien entendre. Elle le prend dans ses bras et change de sujet, lui demandant ce qu'il fait là tout seul. Xiaomu explique que tout cela est la faute de cette renarde répugnante, car elle lui complique la vie dans la secte extérieure. Lu Kui souligne qu'elle a enfin atteint le stade de la formation du noyau et que, dès qu'elle aura stabilisé sa cultivation dans quelques jours, elle défiera Zhao Ran. Cependant, elle tient à remercier le protagoniste d'avoir atteint si rapidement le stade de la formation du noyau, car sans lui, cela aurait été impossible. Elle se jette sur lui, et il lui dit que s'il continue ainsi, il ne pourra plus contenir son énergie yang ardente. Lu Kui demande alors qui a dit qu'il devait se retenir. Elle déchire ses vêtements, exigeant qu'il l'aide immédiatement à cultiver son énergie. Il se met à cultiver, et le lendemain, elle est de nouveau épuisée. Le système détecte que son énergie yang ardente a été pillée. Un multiplicateur de 50 fois sa mise fut donc activé, et son énergie yang flamboyante augmenta légèrement. Il s'interrogea sur la faible augmentation, et le système lui expliqua qu'il avait déjà été pillé à plusieurs reprises par Lu Kui, ce qui entraînait une diminution progressive des gains. Il comprit alors que s'il continuait à investir son temps dans une seule personne, le multiplicateur ne cesserait de baisser. Alors peut-être qu'en trouvant quelques autres cultivateurs avec qui s'entraîner, il pourra augmenter le taux de récompense du système. Cela signifie qu'il est bien sur la bonne voie, mais ce n'est pas le moment d'y penser, car il doit accélérer sa progression et devenir plus fort, puisque c'est ce qui compte. Pour l'instant, il commence à cultiver et atteint rapidement le 4e stade de l'établissement des fondations. Cependant, ses pierres spirituelles s'épuisent trop vite et il parvient à peine à atteindre le 5e stade. Apparemment, ce corps sacré consomme beaucoup trop de ressources, il va donc devoir en rassembler davantage. Soudain, il aperçoit une ombre à l'extérieur et ouvre la fenêtre pour demander ce qui se passe. Mais il se retrouve nez à nez avec la sainte et est saisi d'effroi. La sainte se présente, disant s'appeler en Zixuan, et lui demande de l'appeler ainsi désormais. Xiaomu lui demande ce qui l'amène là, uniquement pour le voir. Zixuan continue de fixer le protagoniste et lui touche l'abdomen, expliquant qu'elle souhaite que son énergie yang pure l'aide à progresser dans sa cultivation. Xiaomu l'a repoussé, avec tout le respect qu'il lui doit, lui explique qu'elle ne peut pas jouer avec ces choses-là, car les techniques de son niveau actuel nécessitent un long développement par la suite. Elle n'a donc certainement pas besoin de son aide. Zixuan, furieuse, l'accuse d'insolence et utilise ses pouvoirs pour le plaquer sur le lit. Le protagoniste est paralysé par une pression spirituelle absurde. La sainte lui dit que ce n'est pas le moment de bavarder inutilement et qu'il ne doit répondre que par oui ou par non. Le protagoniste rétorque que si elle s'adresse à lui avec tant d'affection et de politesse, il est prêt à tout. Il pense qu'il vaut mieux céder maintenant et survivre, car un jour, il aura encore cette femme à sa merci. Il la regarde et lui dit qu'il a besoin de savoir quelle position elle préfère afin qu'il puisse cultiver de la meilleure façon. Zixuan, un peu gêné par cette question, lui demande de ne pas poser de questions indiscrètes. Elle ouvre un portail et les emmène tous deux à la grotte du ciel pourpre. Elle lui demande de la suivre car il s'agit de la grotte du ciel pourpre, où elle pratique sa religion en secret, et où personne ne les dérangera. Xiaomu commence à déboutonner son pantalon, et la sainte, gênée, lui demande ce qu'il fait. Le protagoniste répond qu'il essaie de coopérer avec sa récolte pour la culture. Zixuan explique qu'il n'a pas besoin de se déshabiller, car elle a ses propres méthodes pour cela. Le protagoniste rit, disant qu'il comprend maintenant et qu'à première vue, la jeune femme préfère prendre l'initiative, car il a déjà connu des femmes comme ça. Cependant, d'après son expérience, les effets ne sont pleinement satisfaisants que lorsque les deux parties coopèrent. Zixuan lui bande la bouche et l'attache à un tronc d'arbre, lui ordonnant de fermer les yeux et de rester silencieux afin de pouvoir l'aider dans sa cultivation. Elle commence lentement à se déshabiller, lui disant que s'il refuse de coopérer, il peut tout simplement mourir. Xiaomu acquiesce. Et elle le jette à l'eau, prétextant qu'il doit se laver correctement. Le protagoniste déclare qu'il obéira à la sainte. À peine sorti du bain, il s'essuie en se demandant s'il rêve, mais la sainte lui ordonne de se taire et le jette sur un lit. Xiaomu est surpris, n'ayant jamais imaginé que la sainte puisse être si irrésistible et qu'il lui soit impossible de résister à son charme. Soudain, il sent quelqu'un lui lécher le visage. En ouvrant les yeux, il aperçoit deux jeunes filles et leur demande où est la sainte. Celle vêtue de blanc et de rose s'appelle Enlélie, et l'autre, en blanc et bleu, en Yuanyuan.
Elle lui demande ce qui se passe et si elles ne sont pas assez belles à son goût. Yuanyuan explique qu'ils sont tous deux des marionnettes créées par leur maître, chargées d'absorber le pouvoir du yang cramoisi du protagoniste. Lei prévient ce dernier qu'il doit coopérer parfaitement, car ils n'auront pas plus d'une heure pour y parvenir. Se sentant sous-estimé, le protagoniste trouve absurde qu'on utilise des instruments humains pour lui voler son pouvoir du yang cramoisi en une heure seulement. Il leur demande qui il croit qu'il est. Xiaomu jette Yuanyuan sur le lit, déclarant qu'il va lui montrer sa véritable force. Lei saisit le bras du protagoniste, lui demandant d'être un peu plus doux avec sa sœur, mais il se contente de la regarder, et elle lâche son bras. Seuls leurs cris résonnaient. Quelques heures plus tard, la sainte observait le protagoniste, se demandant combien de temps encore la bête allait continuer. Ils finirent par s'arrêter, épuisés. Incapables de bouger. Le protagoniste entre dans la source thermale et pense que celle-ci régénère véritablement son énergie yang écarlate, car après une longue séance de cultivation, il déborde encore de vitalité. Les deux compagnons, peinant à marcher en raison de courbatures, s'approchent de la sainteté. S'agenouillent pour lui offrir leur pouvoir. Ils reconnaissent mériter la mort pour leur crime, car la constitution du protagoniste est extrêmement puissante, ce qui explique la longue attente. Zixuan, un peu gêné, avoue avoir tout observé et que ce n'était en rien leur faute. Elle leur demande de laisser le fluide yang écarlate sur place et d'aller soigner leurs blessures. Il s'inclinait. La remercie de sa compréhension. Pendant que le protagoniste s'habille, la sainte s'approche et il lui demande comment s'est passée sa soirée. Elle déclare que c'était plus ou moins acceptable. Zixuan remet ses récompenses au protagoniste, qui est extrêmement surpris car il vient de recevoir 10 millions de pierres spirituelles et 4 flacons de pilules d'établissement de fondation de qualité suprême. Il la remercie, disant que c'est exactement ce qu'on attend d'une sainte, une personne si généreuse. Zixuan regarde le protagoniste et lui demande pourquoi il reste là, puisqu'il pourrait partir. Cependant, le protagoniste l'avertit qu'en réalité, si elle souhaite vraiment absorber son pouvoir du yang pourpre, il devrait pratiquer la double culture directement, car les effets seraient bien meilleurs. Appréciant la conversation, Zixuan, gêné, ouvre la porte et le renvoie. En lui ordonnant de partir, car elle ne souhaite plus le voir. Il est rapidement renvoyé chez Lucky. Constatant qu'il est revenu exactement au même endroit, il comprend que les méthodes de la sainte sont véritablement profondes et imprévisibles. Le système indique qu'il a transmis une immense quantité de pouvoir yang cramoisi à Zixuan, ce qui a considérablement renforcé le corps sacré yang cramoisi. Il concentre rapidement toute l'énergie qu'il vient d'acquérir et se réjouit, car tout s'est déroulé comme prévu. Changer de partenaire est en effet plus gratifiant. De plus, tant que la grande sainte aura besoin de son pouvoir yang cramoisi, sa place au sein de la secte sera assurée. Pendant ce temps, au ciel pourpre, la sainte dépose le fluide yang cramoisi du protagoniste sur une assiette et le contemple, espérant que ce fluide ne la décevra pas. Elle se remémore tout ce qu'elle a vu. Mais tente de chasser ses pensées, réduisant le protagoniste à un simple réceptacle de cultivation, afin qu'il ne la distrait pas de sa propre pratique. Yuanyuan, en compagnie de sa sœur qui observait la scène, constate que la sainte s'est effectivement laissée distraire pendant sa cultivation. Lei se demande si le fluide yang écarlate de ce garçon pourrait avoir un effet secondaire. Le lendemain, Lucky se réveille et observe le protagoniste en pleine méditation. Elle s'approche de lui et lui dit qu'il s'est levé très tôt pour méditer, ce qui signifie qu'il est de plus en plus assidu. Xiaomu raconte qu'il a ressenti, par hasard, une légère inspiration pour aller de l'avant. Elle se jette de nouveau sur lui, affirmant que, maintenant que son niveau s'est accru, il peut la rejoindre pour tenter de conquérir le chemin du ciel. Ce chemin est un ancien royaume secret de la secte démoniaque d'origine sacrée. Il y a au total 12 niveaux. Normalement, quiconque atteint le 3e niveau est qualifié pour figurer parmi les 100 premiers du classement « Fierté du ciel » de la secte extérieure. En effet, à partir du 3e niveau, les membres peuvent accéder au top 100 de la liste des membres les plus illustres de la secte extérieure. À ce niveau, de grands démons du royaume du noyau d'or commencent à apparaître. Lucky fait remarquer que Joran occupe la 9e place du classement des fiertés célestes de la secte extérieure et qu'elle peut rester au 4e niveau le temps qu'il faut à un bâtonnet d'encens pour se consumer. L'héroïne rétorque qu'elle n'a pas besoin de faire tout cela pour lui. Lucky explique alors qu'en réalité, elle ne le fait pas seulement pour lui, mais aussi pour elle-même. Tout le monde dit que Renard dégoûtante est la cultivatrice au plus grand potentiel de la secte extérieure.
Mais elle n'est pas d'accord, car elle souhaite vraiment voir, au final, si les humains ou les démons l'emporteront dans ce monde. Le protagoniste pense que, même si la secte démoniaque de l'origine sacrée traite humains et démons sur un pied d'égalité, une différence subsiste entre eux, et les conflits et les disputes sont incessants. Xiaomu finit par accepter et dit que, maintenant qu'il est lui aussi un disciple de la secte extérieure, ils peuvent partir ensemble. Elle sourit et dit, c'est formidable. Mais avant qu'ils ne puissent entrer, des gens en sortaient déjà. Un homme dit qu'il avait encore échoué, car les monstres du 3e niveau du chemin vers le paradis étaient d'une force absurde. D'autres jeunes se demandent comment ces prodiges parviennent à s'y hisser, mais le plus rondouillard affirme que c'est précisément pour cela qu'on les appelle la fierté du ciel. Il s'incline devant Nioti, le trouvant incroyable, car après avoir relevé le défi du chemin vers le ciel cette fois-ci, son classement est remonté à la 47e place, et à ce rythme, il entrera certainement dans le top 10 de la fierté du ciel. Nudiri, disant que c'était évidemment grâce à son talent et à ses efforts. Il occupe actuellement la 79e place du classement des fiertés célestes, mais en jetant un coup d'œil sur le côté, il aperçoit Joran, visiblement nerveuse. Elle lui crie de ne pas oublier que c'est elle qui l'a aidé à progresser dans sa cultivation, et qu'il doit donc se dépêcher de terminer la tâche qu'elle lui a confiée. Nioti répond qu'il s'en chargera immédiatement. Il s'approche de Lucky et lui dit qu'elle ne gravira pas les échelons du paradis avec ce petit garçon oisif qui vit au crochet des autres. Lucky se moque de la situation, demandant si le protagoniste n'est vraiment qu'un joli petit garçon, car elle a entendu dire qu'il avait été battu par ce même joli petit garçon. Nudi entre dans une colère noire, affirmant que le protagoniste l'a pris par surprise au milieu du chaos. Le protagoniste l'ignore tout simplement, déclarant qu'un perdant ne devrait pas faire d'esclandre car il doit encore gravir les échelons du paradis. Nudi, furieux, tente de l'attaquer, mais le protagoniste esquive son coup et sauve Lucky. Nudi jette un jeton au sol et un cercle apparaît, indiquant que Nudi, disciple de la secte extérieure, l'a défié en duel. Le protagoniste doit donc choisir d'accepter ou de refuser. La barrière qui suit est désormais infranchissable, mais Lucky supplie le protagoniste de refuser, car la cultivation de cet adversaire a considérablement progressé, il ne doit pas se laisser provoquer et risquer sa vie. Xiaomu lui demande de se calmer car il sait parfaitement ce qu'il fait. Le protagoniste s'approche de son adversaire et lui dit qu'il aimerait pimenter un peu les choses. Nudi acquiesce et précise que s'il venait à perdre, il rendrait l'épée volante de niveau 2 au protagoniste. Xiaomu acceptait, dans ce cas, il parie l'anneau de stockage qu'il porte au doigt. Le défi est confirmé et tous sont stupéfaits par le duel qui se déroule sur la place, car ils ont entendu dire que Nudi se battait contre ce joli petit garçon de la cour des serviteurs. De plus, le protagoniste vient d'être promu disciple de la secte extérieure et, dit-on, il possède un corps de yang pur. Tous les cultivateurs de la secte extérieure qui pratiquent l'art divin des 9 yin ont déjà eu des relations avec lui, ce qui les rend même jaloux. Lucky, furieuse et jalouse, s'emporte en entendant de tels propos. Jaoran, profitant de la situation, l'exaspère davantage en lui disant qu'elle s'est toujours demandé pourquoi le protagoniste était si distrait lorsqu'elle récoltait son essence, c'est donc à cause d'une amante comme Lucky. Mais on peut aussi y voir un avantage, car le meilleur sort pour un oiseau qui s'obstine à s'envoler est de s'étrangler de ses propres mains. Elle demande à Nudi de puiser dans ses dernières forces et de ne pas se soucier de sa vie ou de sa mort, car il ne doit pas gâcher l'occasion qu'elle lui a offerte. Nudi la rassure en lui disant qu'il ne la décevra jamais. Il libère toute sa force et se dirige vers le protagoniste. Lucky s'inquiète et lui demande de faire attention, mais Nudi attaque de toutes ses forces, provoquant une énorme explosion. On remarque qu'il s'agit de pas de l'ombre, et Nudi était déjà réputé pour sa force. Maintenant qu'il maîtrise les pas de l'ombre, sa puissance a encore augmenté, ce qui est exactement ce qu'on attend d'un membre du top 100 de la fierté céleste. À en juger par les apparences, le protagoniste est hors de combat. Et ce duel pourrait bien être le plus rapide de l'histoire de la secte démoniaque d'origine sacrée. Jaoran se contente de rire, regrettant amèrement que le protagoniste se soit montré plus docile, peut-être aurait-il vécu plus longtemps. Mais avant qu'elle ne puisse partir, elle entend des exclamations d'admiration, des gens se demandant comment cela est possible et si le protagoniste a réellement bloqué l'attaque, tant ils sont stupéfaits. Xiaomu tient Nudi par les cornes avec une facilité déconcertante. Le taureau idiot demande comment c'est possible, et le protagoniste se moque de lui en lui demandant s'il a oublié de manger, car si c'est tout ce qu'il sait faire, le combat ne sera pas amusant. Jaoran dit à Nudi d'arrêter de faire l'idiot et de prendre immédiatement la pilule qu'elle lui a donnée. Nudi accepte la mission sans hésiter, affirmant que le protagoniste l'y a contraint. À peine a-t-il avalé la pilule qu'une immense énergie jaillit de son corps, forçant le protagoniste à reculer.
Nudi promet alors de révéler toute sa puissance, et la forme de démon taureau est activée. Le protagoniste est impressionné de constater qu'il s'est bel et bien transformé en taureau. Lucky se dispute avec Jaoran, la traitant de méprisable car elle n'arrive pas à croire qu'elle ait aidé cet homme à tricher lors du duel. Mais Jaoran continue de railler la situation, demandant comment cela peut être considéré comme de la tricherie. Il s'agit d'une pilule spirituelle démoniaque capable de stimuler temporairement la puissance du sang de la race démoniaque. Cette puissance réside déjà en lui, car il appartient à cette race, et la pilule ne fait que l'éveiller. Nudi se prépare à attaquer, affirmant que cette fois, il réduira le protagoniste en miettes avec la force d'un taureau sauvage. Les spectateurs sont impressionnés par la rapidité de Guy, qui les empêche presque de suivre ses mouvements. Mais pour le protagoniste, c'est encore bien trop lent. Il parvient à esquiver l'attaque, mais se retrouve tout de même avec une légère égratignure au bras. Il se rend compte que, même sans le toucher, la simple pression du vent aurait suffi à lui causer une petite blessure. Nudi se cogne la tête contre le mur, faisant trembler toute la porte. On dit que la force de Guy est incroyable. Nudi se ressaisit et tente une nouvelle attaque, affirmant que cette fois, il ne s'échappera pas. Mais Jaomu, à bout de patience, se met à sourire, déclarant que son adversaire est certes très fort, mais que cela ne suffit pas. D'un seul coup, il brise la corne de son adversaire et lui assène un coup direct qui l'envoie valser au loin. Jiaoran est stupéfaite et se demande comment cela est possible, car le protagoniste a vaincu Nudi, possédé par le démon, d'un seul coup. Elle se demande si le corps de Yang Pur est réellement si puissant et à quel moment il a atteint ce niveau. La force de ce coup était encore plus incroyable que celle de Nudi. Lucky prend le protagoniste dans ses bras, affirmant qu'il est vraiment incroyable et qu'à première vue, elle s'était quelque peu trompée sur sa véritable force. Jiaomu lui conseille de se calmer car de nombreuses personnes les observent. Jiaoran, quant à elle, regarde Nudi, le traitant de bon à rien, et ordonne à ses subordonnés de l'emmener. Mais le protagoniste leur demande d'attendre un instant. Les trois se préparent au combat, affirmant qu'il a déjà vaincu leur chef, alors que pourrait-il faire de plus? Jiaomu sort un sac de pierres spirituelles, expliquant qu'il est un homme très raisonnable et qu'il en contient 10 000. Ils peuvent considérer cela comme un paiement pour ses frais médicaux cette fois-ci. Les subordonnés affirment que le protagoniste est bien trop arrogant et n'arrivent pas à croire qu'il humilie ainsi leur chef. Par ailleurs, les deux autres déclarent que s'ils avaient reçu 10 000 pierres spirituelles, ils accepteraient eux aussi d'être battus. Le système indique que le protagoniste a fait un don 10 000 pierres spirituelles, et le retour sur investissement est de 100 fois. Grâce à cela, il obtint 1 million de pierres spirituelles. Il s'irrita de n'avoir réussi que 100 fois. Jiaoran s'approcha de lui en applaudissant, lui disant qu'il avait très bien réussi et que c'était exactement ce qu'on attendait de l'homme qu'elle convoitait. En véritable dame, elle apprécie encore davantage le protagoniste à présent. S'il revient à ses côtés, elle lui offrira tout ce qu'il désire. Mais Jiaomu repousse sa main d'un revers de main, affirmant qu'elle n'est même pas digne de se tenir en sa présence. Furieuse, elle libère son aura, mais Lucky intervient. Rappelant que le protagoniste est un être humain, et non une marchandise dont elle peut se débarrasser. À sa guise. De plus, elle promet de défier Jiaoran sur le chemin du paradis et de surpasser son rang. Ensuite, elle l'affrontera loyalement et lui fera payer chaque tort qu'elle lui aura causé. Avant d'entrer, Jiaomu la remercie, disant que ses paroles lui ont fait très plaisir. Elle rit, ravie de voir que cela lui a plu. Tous deux s'avancent ensemble pour emprunter le chemin du ciel, et Jiaoran, furieuse, jure de ne jamais les laisser vivre en paix. On dit qu'elle occupe la 9e place du classement des plus grands héros du ciel de la secte extérieure. Une étoile montante de la tribu du renard. D'un autre côté, Lucky est la petite fille du 12e aîné. De noble lignée, sa beauté n'a rien à envier à celle de Jiaoran. Malgré cela, les deux jeunes femmes se disputent Jiaomu. Dans l'enceinte sacrée de la secte démoniaque, au sein du tombeau de l'épée des 9 dragons. Tianxiang s'entraînait lorsqu'il perçut une présence. Il attaqua, tranchant tout sur son passage. Mais constata qu'il n'avait pas éliminé son adversaire. Nao Hao, témoin de la scène, s'approcha d'eux. Tianxiang et lui confia que la secte extérieure bruissait de rumeurs selon lesquelles Lucky et Jiao Ran se disputaient un beau garçon. Inquiet de l'impact que cela pourrait avoir sur la réputation de Tianxiang, il était venu lui-même faire son rapport. Mais Tianxiang, furieux, lui demanda si cet homme était vraiment venu interrompre sa méditation en solitaire pour une affaire aussi insignifiante. Nuao, pris de panique, recula et supplia Tianxiang de ne pas s'offenser, car il s'agissait d'une intrusion de sa part et il allait se retirer immédiatement. Mais Tianxiang lui demande d'attendre. Nuao s'incline, tremblant de peur, et demande s'il y a autre chose. Soudain,
il est frappé par une puissante attaque qui le projette au loin. Nuao, effrayé, demande pourquoi il a été attaqué. Tianxiang lui ordonne d'arrêter de se débattre et de regarder sa poitrine. Dès que Nuao regarde sa poitrine, il remarque une marque. Tianxiang explique qu'il s'agit d'un brin d'épée et de tente qu'il a condensé. Nuao, toujours perplexe, lui demande ce qu'il veut dire. Tianxiang insiste sur le fait qu'il y a toujours des fourmis qui ne connaissent pas leur place, et que Nuao doit donc aller là-bas et se débarrasser de cette fourmi. Nuao sent que sa puissance a augmenté et le remercie. Pendant ce temps, le chemin enregistre automatiquement le nombre d'étages qu'un disciple peut gravir. Et comme c'est la première fois que le protagoniste s'y rend, ils seront séparés. Xiaomu dit comprendre, mais tous deux deviennent un peu timides, et Lucky embrasse Xiaomu pour lui porter chance. Elle lui dit au revoir en lui recommandant de faire attention. Mais le protagoniste continue de sourire, affirmant que c'est elle qui devrait être prudente. Il poursuit sa marche en solitaire et se retrouve soudain face à plusieurs monstres gigantesques. Tous se jettent sur lui simultanément, mais le protagoniste parvient à esquiver leurs attaques. Surpris, il se dit qu'il ne s'attendait pas à voir apparaître une bête démoniaque dès le premier étage du chemin vers le paradis. Les disciples de la secte extérieure, fraîchement arrivés, ne pourraient franchir ce passage. Les monstres continuent d'attaquer, mais le protagoniste esquive à nouveau toutes leurs attaques, déclarant que c'est maintenant à son tour de jouer un peu. Il s'avance contre les bêtes démoniaques, et celles-ci sont terrifiées par une force aussi colossale. D'un seul coup, il terrasse les trois monstres d'un seul coup, s'exclamant que c'était bien trop facile. Le chemin vers le paradis annonce la fin du niveau 1 et il peut choisir l'une des trois récompenses. Son regard se porte sur la technique jaune-gris de niveau supérieur appelée paume de flamme ardente. Il s'en réjouit, car il s'inquiétait justement de ne posséder aucune technique de combat compatible avec le corps sacré du Yang pourpre, et le moment était idéal pour que cette technique fasse son apparition. Sans hésiter, il l'a choisie et se met aussitôt à l'étudier. Il lui faut d'abord canaliser le véritable feu solaire en lui, puis renforcer la puissance de la paume grâce à celle de la paume de la flamme ardente.